Opération Aïe. Lui, c'est Dr. Chris. Et lui, Dr. Xanf. Oui, on est jumeaux. Vous savez que votre corps est extraordinaire? Vous allez le découvrir avec nous. Nous allons vous révéler les rouages de votre organisme J'ai un gros trou dans la tête. grâce à des expériences époustouflantes. Ta voix est ridicule. On dirait une souris. Et nous allons repousser les limites de notre corps Allez, c'est parti. pour vous démontrer les pouvoirs extraordinaires de votre corps. Restez avec nous, on va bien s'amuser. Aujourd'hui, au sommaire d'Opération Aïe. Ryan et Harry vont être soignés. On verra des bestioles géantes dévoreuses de chair. Bon, d'accord, pas géantes, mais qui dévorent la chair. Un homme qui cache un terrible secret. Et on suivra des ambulanciers pendant une mission d'urgence. Nous rejoignons une femme de 83 ans qui a fait une chute. Je vais vous redresser pour examiner votre tête, d'accord? Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire pour notre premier patient s'est terminé en visite aux urgences à l'hôpital. Et ici, il est entre de bonnes mains. Dans la salle d'attente, nous retrouvons Harry, 6 ans, victime d'une blessure inhabituelle. J'ai un gros caillou dans la tête. Ça fait mal. Ça ne m'étonne pas. Comment c'est arrivé? Tout était comme d'habitude dans la cour. Vous voyez ce que je veux dire? C'était la récréation et Harry chassait des loups. Des loups? Dans la cour de récré? Oh, j'imagine qu'il y a bien des loups à Poudlard. On n'est pas dans Harry Potter, Chris. Mais il jouait à chasser des loups. Ils étaient partout et Harry courait. Il s'apprêtait à sauter sur l'un d'eux pour l'attraper quand il a trébuché et est tombé la tête la première sur les graviers. Aïe! Je m'amusais bien jusqu'à ce que je tombe. Voici le docteur Garrett Hardy. C'est lui qui va s'occuper de ce caillou. Qu'est-ce que tu t'es fait? Raconte-moi tout. Je suis tombée à l'école. Le docteur Garrett examine Harry pour s'assurer qu'il n'a pas d'autres lésions à la tête. Suis ma lampe du regard. Et vient le moment de s'occuper de la blessure. Oh, mais tu as des graviers logés dans la tête, c'est ça? Aïe. Désolé, mon grand. Ça lui fait mal, donc on va devoir lui mettre une crème anesthésiante pour endormir la peau avant que le médecin puisse commencer à le soigner. C'est douloureux? Non, plus du tout. Parfait. Maintenant que la tête de Harry est insensibilisée, le docteur Garrett utilise une pince en plastique pour retirer le gravier. C'est un peu compliqué. Le caillou est un peu plus enfoncé qu'on pensait. On le voit bien, les petits cailloux ne sortent pas. Je n'arrive pas à les attraper parce qu'ils sont profondément enfoncés. Un outil plus aiguisé pourrait faire l'affaire. Ou pas. Un aspirateur, peut-être. Vous devez vous demander où sont passés ces petits cailloux. Le front compte 5 couches où ont pu se loger les cailloux. De la peau, de la graisse, un tissu fibreux et des cellules sanguines autour de notre crâne. Lorsque ces différentes couches sont déchirées, une infection peut se déclarer. C'est donc important de retirer le caillou de la tête d'Harry et de refermer le trou. Mais personne n'a dit que ce serait facile. Cette pierre est vraiment bien accrochée. Est-ce la pierre philosophale? Arrête avec Harry Potter, Chris. Désolé. On a retiré une partie des graviers, mais il en reste un petit peu très en profondeur. On va réfléchir et on va voir ce qu'on peut faire, d'accord? On prendra des nouvelles de Harry tout à l'heure, quand on rendra visite à un autre patient, Ron Weasley. Tu plaisantes? Oui, Chris, je plaisante. Voici notre laboratoire où nous allons réaliser des expériences extraordinaires sur notre corps. Aïe, ça fait mal! Surtout, n'essayez pas de le refaire chez vous. Aujourd'hui, les muscles. Je vous présente Tiny de Tottenham. Ouais, on se connaît déjà. Tiny, repose mon frère, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. T'as beaucoup de muscles. On peut jeter un œil à tes biceps? Non, Chris, pas toi. Quelle taille fait ce biceps? 24 pouces. 24 pouces, donc ça fait 61 cm. C'est impressionnant. Le biceps de Tiny est probablement plus grand que votre tour de taille. Les muscles de Tiny sont gros et très très forts. Mais de quoi sont-ils faits? Nos muscles sont composés de fibres formées de millions de cellules distinctes et de vaisseaux sanguins qui approvisionnent l'énergie dont les muscles ont besoin pour bouger.
Une fibre musculaire seule n'est pas très résistante, mais quand on en réunit beaucoup, elles deviennent bien plus puissantes. Mais Tiny n'a pas plus de cellules musculaires que Chris. Alors, comment ses muscles sont devenus aussi gros? Tiny, comment tes muscles sont devenus aussi gros et forts? Je fais de la musculation depuis 15 ans. Le seul jour où je ne m'entraîne pas, c'est le jour de Noël parce que la salle est fermée. Je ne m'entraîne pas le jour de Noël non plus. Bah voyons. Alors, quand Tiny soulève des poids à la salle de sport, les haltères provoquent des micro-déchirures dans les fibres musculaires. Et cela pousse son corps à fabriquer ces fibres plus grosses et plus puissantes qu'avant. C'est comme ça que son corps est devenu aussi impressionnant. Tiny, j'ai été ravi de faire ta connaissance. Merci d'être venu aujourd'hui. Chris, ne jamais taquiner un homme avec autant de muscles. Comment nos muscles fonctionnent-ils? Votre cerveau contrôle vos muscles en envoyant une petite décharge électrique par un nerf jusqu'aux muscles et c'est elle qui le pousse à bouger. Alors, que se passe-t-il quand on enlève ce contrôle au cerveau et que l'on stimule le muscle directement grâce à ces électrodes? Je colle des électrodes qui laissent passer le courant électrique sur le bras de Chris. Quand j'appuie sur ces boutons, des décharges électriques sont envoyées directement sur ses muscles, ce qui fera bouger ses bras. Vous voyez? Là, c'était moi. On va voir combien de verres Chris va pouvoir boire alors que je tente de court-circuiter son cerveau en contrôlant ses muscles. Allez Chris, tu as 15 verres et 30 secondes. Et n'oublie pas que j'ai le contrôle. Tu dois en boire autant que possible. Ouais, Prêt? pas de problème. Partez! Chris a du mal parce que son cerveau envoie des signaux électriques pour déplacer ses muscles correctement. Et moi, j'interfère en envoyant d'autres décharges électriques. À cause de ces signaux électriques contradictoires, Chris a des problèmes de coordination. J'arrive pas à le lâcher. Et voilà. Hey, regarde, j'arrive pas à le lâcher. Allez, repose-le, repose-le. Ouais, t'es Pas si mal, il en reste que 2. Nous venons de démontrer que l'on peut prendre le pas sur le cerveau en utilisant ces électrodes, mais pas avec grand succès. Le cerveau a une grande importance dans la coordination des muscles. Tu t'en es très bien sorti, Chris. Santé. Santé. Non. Il n'y a pas que les services d'urgence des hôpitaux qui gèrent les situations inattendues. Des équipes d'experts dans tout le Royaume-Uni sont prêtes à agir. Nous embarquons avec les services d'urgence britanniques qui vont nous conduire dans le feu de l'action pour sauver des vies. C'est au tour de Xand d'aller sur le terrain. Ce véhicule rapide d'intervention appartient au service d'ambulance de West Midlands. C'est l'un des 800 véhicules au service de 5 millions de personnes. Et aujourd'hui, vous serez de garde avec moi pour découvrir ce que ça fait d'être l'un des premiers sur les lieux d'une urgence. Ce service d'urgence est opérationnel et répond à l'aide 24 heures sur 24. Si vous avez un accident, ce sont eux qui viennent à votre secours. En service avec moi, voici l'ambulancière Jan Van. Alors, puisqu'il se passe beaucoup de choses et très vite, James est en train de filmer et j'ai moi aussi une caméra pour que vous soyez au plus près de l'action. Ce service reçoit des milliers d'appels d'urgence. Jan, à elle seule, peut réaliser 20 sorties par jour. On vient d'être appelé pour une intervention. Nous rejoignons une femme de 83 ans qui a fait une chute. Elle est blessée au visage, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Normalement, les médecins comme moi ne voient des patients qu'à l'hôpital, quand ils ont déjà reçu des soins. On nous explique tout ce qui leur est arrivé, mais il faut réagir rapidement quand on est le premier sur les lieux d'un accident. Pendant toute la durée du trajet, on essaie de réfléchir aux premières actions à effectuer. Et c'est ce que Jan sait parfaitement faire. Nous arrivons seulement 5 minutes après l'appel et je repère notre patiente, Olive, avec un pompier qui s'est arrêté pour l'aider. Bonjour Olive, je m'appelle Janice, je suis ambulancière. La première chose que fait Jan, c'est de découvrir si cette dame sait où elle se trouve, si elle est consciente, si elle saigne, comment est son pouls, sa tension artérielle, et toutes ces informations aident Jan à savoir comment s'occuper d'elle. Vous n'avez pas mal au dos là où j'ai appuyé? Non. Non? Je vais vous redresser un peu pour examiner votre tête, d'accord? Vous ne vous êtes pas raté. Comment vous sentez-vous? Je vais bien, mais j'ai trébuché sur le trottoir. Ce qui fait plaisir à voir, c'est que Olive parle. Elle sait qui elle est et où elle se trouve. Tout ça est vraiment rassurant. C'est une très bonne nouvelle. Vous avez très mal au visage?
C'est douloureux. Sa joue est abîmée, elle a un vilain bleu sur le côté du visage et une coupure sur le nez. Elle n'a pas perdu connaissance, donc sa blessure à la tête n'est pas très inquiétante, mais on va lui faire passer une radio du visage pour s'assurer que rien n'est cassé. Vous avez un bel hématome au visage. On va vous conduire à l'hôpital pour vous faire examiner et faire une radio de la joue. Une ambulance emmène Olive pour des examens complémentaires à l'hôpital. Si vous avez des douleurs en marchant, dites-le. Ce qui est vraiment rassurant, c'est de voir qu'Olive est capable de marcher jusqu'à l'ambulance toute seule. C'est un très bon signe. C'est très important que les ambulanciers et les premiers secours soient arrivés aussi rapidement. Elle est montée dans l'ambulance, ils vont l'emmener à l'hôpital. Nous devons donc reprendre la voiture et nous préparer pour la prochaine intervention. 5032, prochaine intervention reçue, terminée. On a déjà une nouvelle mission? Oui. Grâce aux centaines d'équipes mobiles comme celle-ci, si vous êtes en situation d'urgence, des professionnels de la santé peuvent venir à votre secours en quelques minutes. À suivre. Xand part à la recherche de bactéries florissantes. Pourrez-vous empêcher vos copains de se mettre sur la pointe des pieds? On va vous montrer comment. Et découvrez comment ces petites bestioles peuvent soigner. Ce n'est pas pour les âmes sensibles. Saviez-vous que même si les cheveux humains ont l'air très fins, ils sont parmi les fibres les plus solides de la planète? C'est vrai? C'est extraordinaire. Comme ce qui va suivre. Voici une ville très ordinaire, avec un salon de coiffure très ordinaire. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Heureusement pour ce monsieur, ça va être rapide. On fait quoi aujourd'hui? Dégager sur la nuque et le tour des oreilles? Mais attendez. Vrai? Voici Sam Smith, le poilu. J'ignore d'où lui vient son surnom, mais c'est l'homme le plus poilu de Grande-Bretagne. Il n'a pas un poil sur le caillou, mais il se rattrape sur le reste du corps. Sam est recouvert de poils qui mesurent jusqu'à 15 cm. Il utilise du shampoing et de l'après-shampoing sur le torse pour que ce soit bien doux, et 4 serviettes sont nécessaires pour le sécher après la douche. Waouh! On perd tous des poils. Mais alors que la plupart d'entre nous en perdent une centaine par jour, Sam en perd 300. Ça fait 3 fois plus. Bon, il a de quoi faire. Ça, c'est extraordinaire. Xand, laisse tomber. T'auras jamais autant de poils. D'accord. Il est temps pour nous de retourner aux urgences de l'hôpital. Voyons comment se porte notre premier patient. Harry, 6 ans, s'est présenté aux urgences avec un caillou dans le front. Il jouait à la récréation avec ses copains. Il chassait des loups dans une forêt quand il a trébuché et est tombé sur la tête. Ça arrive. Jusque-là, le docteur Garrett n'a pas réussi à retirer le petit caillou. C'est là qu'entre en jeu le médecin expérimenté Lorcan Dwan. Il va administrer à Harry un gaz qui va permettre de retirer le caillou plus facilement. Bonjour. Bonjour. Le gaz va insensibiliser les récepteurs dans le cerveau de Harry pour qu'il ne ressente rien. On va mettre ça sur ton visage. Voilà. Un vrai pilote de chasse. Et on lui propose de se changer les idées en jouant à un jeu vidéo. Allez, c'est parti. On réessaie. Le gaz fonctionne à merveille. Ou alors, est-ce le jeu? Oh, ça y est, on dirait qu'il l'a enlevé. Le caillou ne se laisse pas faire. Mais grâce à une pince précise et une main bien ferme, le petit caillou logé dans le front d'Harry n'est plus qu'un mauvais souvenir. Bravo. Voilà, c'est fini. Mais il faut s'assurer qu'il ne reste plus rien. On a sorti un gros gravier. On ne voit plus rien, mais on va vérifier ça en faisant une radio. Et là, on saura s'il reste des petits cailloux dans la plaie. Ne bouge pas. Après un rapide cliché de la tête, les nouvelles sont rassurantes pour Harry. Ici, on voit bien ta bosse, et s'il restait des cailloux, ils apparaîtraient en blanc. D'accord, donc il ne reste rien. Il reste son cerveau, maman. Tout va bien pour Harry. Libéré de ce caillou, Harry a droit à un pansement, prêt pour l'aventure. Oh non, il n'est pas encore en train de combattre des loups, si? On va vous montrer d'incroyables tours à faire à vos copains. Vous voulez savoir comment empêcher vos amis de se mettre sur la pointe des pieds? On va vous apprendre un tour. Xand, mets-toi là. Tu peux te mettre sur la pointe des pieds? Regardez ça, bravo. Maintenant, je veux que tu te places contre la porte et que le bout de tes orteils se trouve légèrement au-delà de la porte. Appuie tout ton buste contre la porte. Et maintenant, mets-toi sur la pointe des pieds.
Allez, mets-toi sur la pointe des pieds. Ouais, non, j'y arrive pas. Allez, vas-y. Ce n'est pas juste Xand qui en est incapable. Lui non plus. Elle non plus. Ni lui. Ah, tu triches. On a tous échoué sans exception. Est-ce que l'un de vous sait pourquoi? À cause de la porte, on ne peut pas avancer. On pousse vers l'arrière et les talons restent au sol. Alex l'a parfaitement bien expliqué. Quand on se met sur la pointe des pieds, il ne s'agit pas juste pour les muscles de pousser vers le haut, ça c'est facile. Il faut aussi trouver l'équilibre et faire ce que le cerveau nous ordonne. Se bouger vers l'avant, puis vers le haut pour répartir le poids du corps et éviter de tomber. Si on ne peut pas se pencher en avant, on retombe en arrière comme ça. Certains pensent qu'embrasser quelqu'un est dégoûtant. Beaucoup de gens pensent que c'est très agréable. Regardez donc ceci et faites-vous votre propre avis. Je vais vous montrer en quoi les bactéries sont bénéfiques pour nous. Observez tous ces gens. Ils ont tous l'air différents, mais ils ont tous une chose en commun. Chacun d'entre eux est recouvert de millions de bactéries. Nous le sommes tous. Mais pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. En fait, nous avons besoin des bactéries pour survivre. Ceci est une boîte de Petri dont le nom vient de son inventeur Julius Richard Petri. Les docteurs comme moi les utilisent pour cultiver des bactéries et voir ce qui vit sur nos corps. C'est ce que je vais faire maintenant en commençant par les lèvres. Qui va me donner un baiser? Personne ne veut me donner un baiser? Ce que je veux, c'est un baiser, un gros bisou là-dessus. Ce qu'on essaie de découvrir, c'est ce qui se développe dans la bouche des gens. Des carottes. Des carottes? Que quelqu'un vienne me donner un baiser! Je peux demander un baiser à votre copine? Et un baiser plus viril de votre part? Vous pouvez vous curer le nez aussi? C'est moins sympa qu'un bisou, mais... On va voir ce qui sort du nez et de la bouche des gens. Je peux pas faire ça dans la rue, m'enfoncer un coton-tige dans le nez. C'est dégoûtant. Il est gentil, hein? Oui. Merci. Les prélèvements de bouche et de nez sont mis en culture en laboratoire. Et au bout de 5 jours, découvrons le développement de nos bactéries. Voici le docteur Richard Drew, microbiologiste et spécialiste en toutes sortes de choses dégoûtantes. Là, on voit que les bisous sont devenus poilus. Ce sont des bactéries. Alors, quel genre de microbes on a là? Ici, on a les streptocoques qui tirent sur le verre, sur la trace des lèvres. Mais là où le nez a touché, on voit que c'est plutôt jaune. Ce sont plutôt des staphylocoques. On dirait le nom d'un dinosaure. C'est tout à fait normal d'avoir ce genre de bactéries dans la bouche, on en a tous. On aurait pu demander à tous les gens de Liverpool et les boîtes auraient toutes présenté ces 2 bactéries? Absolument. On pourrait croire que c'est dégoûtant, mais les bactéries sont très utiles. Elles sont nécessaires. On en a dans les intestins et elles aident à la digestion. Elles combattent les maladies aussi, en augmentant l'acidité dans nos intestins. Elles empêchent les mauvaises bactéries de s'y installer. Et les trucs bizarres qui vivent dans notre nez? Dans celui-ci, on a de nombreux E. coli, ainsi que des staphylocoques. Alors, l'E. coli peut être dangereux et provoquer des maladies, mais en trouver dans votre nez ou généralement au niveau du rectum est complètement normal et sans aucun danger. C'est lorsque la bactérie passe dans le sang ou dans d'autres parties de votre corps où elle ne devrait pas se trouver, comme le cerveau ou les articulations, qu'elle pose des problèmes. Celui-là, on dirait du cheesecake. Miam. Nos corps sont littéralement recouverts de bactéries. Mais ce n'est pas seulement normal, c'est une bonne chose parce que nos corps ont une capacité incroyable à défendre les parties qui ont besoin de protection. C'est pourquoi un baiser n'est pas dangereux. C'est un peu dégoûtant, mais pas grave.